Hmm. Nous sommes en direct. Passez une belle soirée. Merci Laurent. Merci Laurent. Du coup, j'introduis. Cet échange d'aujourd'hui est pour parler sur les bonnes pratiques de sauvegarde avec notre amie Elodie. On est en partenariat avec BE Cyber pour présenter un petit peu la communauté Edu Cyber que je représente. Ça a été créé il y a quelques mois et le but est de promouvoir la cybersécurité dans les établissements d'enseignement au grand sens large du terme. Donc, ça peut aller des petites structures à l'universitaire. On n'est pas là pour enseigner la cybersécurité aux élèves, mais on est plus pour sensibiliser les établissements. Alors, via différentes actions, c'est principalement actuellement sur les réseaux sociaux. On a un Discord où certains d'entre vous sont présents, où on partage des bonnes pratiques. On essaye d'attirer aussi les différents responsables informatiques, administrateurs, techniciens qui sont en place dans ces structures-là, qui n'ont peut-être pas une sensibilité, une sensibilisation à la cybersécurité. Et le but pour nous est aussi de les aider, les accompagner, leur donner des bonnes ressources et de répondre éventuellement à des questions sur la partie cybersécurité. Il y en a certains qui sont plus dans l'alerte, un peu comme moi, d'autres dans l'accompagnement. Moi, j'aime bien alerter, avec humour, bien sûr, mais voilà. Et aujourd'hui, du coup, on va évoquer les sauvegardes avec les bonnes pratiques. C'est un petit rappel. Donc, du coup, Elodie, ça va être à toi et la parole. Et du coup, à Elodie. Et encore merci à toi. Merci à toi Nicolas. Alors bonjour à tous, je suis Elodie Le Saout, je suis consultante cybersécurité, spécialisée notamment sur les questions de gouvernance, de gestion des risques et d'analyse de risques de manière générale. Je travaille depuis un peu plus de 5 ans maintenant dans la cyber, et notamment pour des PME, des ETI, et depuis peu pour des administrations également. Et donc aujourd'hui, effectivement, comme l'a introduit Nicolas, on va parler de sauvegarde. Effectivement, et du cyber, dont je suis également ambassadrice, a vraiment pour but de s'engager pour promouvoir la cyber sous toutes ses formes, sensibiliser les établissements aux risques et aux bonnes pratiques. Et la sauvegarde, les sauvegardes font partie de ces bonnes pratiques qu'il est pour nous essentiel de mettre en lumière. Alors, on sait que les établissements, effectivement, font ce qu'ils peuvent. Malheureusement, il y a souvent des questions de budget, des questions de moyens humains également qui rentrent en ligne de mire, mais il semblait important de faire un point sur l'état de l'art, ou en tout cas ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, tout en gardant en tête que ce qu'on dit là n'est pas non plus ce qu'il faudrait sur une très très grosse architecture, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus, ou je ne vais pas non plus, rentrer dans des détails extrêmement précis, avec effectivement une partie peut-être plus pour les initiés, ou en tout cas les personnes qui sont effectivement déjà dans le domaine de la cyber, notamment du côté technique. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire le point sur, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, les différences entre les différents types de sauvegarde, mais également les risques auxquels on s'expose. Et ça, je reprends ma casquette de consultante GRC, quand on ne fait pas de sauvegarde, ou en tout cas, quand on n'a pas un plan de sauvegarde qui est suffisamment robuste. Donc, effectivement, pour introduire rapidement, hein, on est dans un monde qui est de plus en plus numérique, et les écoles génèrent elles aussi, du coup, une quantité considérable de données sensibles qui vont des dossiers étudiants aux informations financières des parents, même des étudiants hein, et des élèves, notamment pour le privé. Et malheureusement, ces données peuvent être exposées à des risques tels que une perte accidentelle, une corruption de données ou des attaques malveillantes, des attaques des DOS, des ransomware. Et donc, l'objectif est de fournir là aujourd'hui des conseils très pratiques et des recommandations, encore une fois, à l'état de l'art, pour mettre en place des stratégies de sauvegarde non seulement efficaces, mais aussi à même de protéger vos données et d'assurer la continuité des opérations dans la vie des établissements scolaires. Permettre à chacun donc de travailler sereinement. Alors, effectivement, maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et je vais vous présenter comment on va structurer cet échange. Dans la première partie, on va plutôt examiner les risques auxquels les établissements scolaires sont confrontés en matière de perte de données,
de conséquences potentielles liées à ces pertes, et on abordera également le concept de sauvegarde et son importance pour la continuité des opérations. Voilà, revenir sur des éléments de définition paraît indispensable, puisqu'effectivement, quand on parle de sauvegarde, on n'a pas forcément la même appréciation de ce qu'il y a derrière ce terme. Ensuite, dans une deuxième partie, on va explorer plutôt les différentes méthodes de sauvegarde des données, en mettant notamment l'accent sur les approches les plus efficaces et adaptées aux établissements scolaires. Encore une fois, on n'est pas sur une grande entreprise, on n'est pas non plus sur une TPE. Les établissements scolaires sont eux-mêmes extrêmement divers et recouvrent des réalités très différentes. D'un grand établissement qui a effectivement des ressources informatiques, humaines et financières importantes, à un plus petit qui malheureusement ne dispose pas de ces mêmes ressources, les sauvegardes ne pourront pas être faites dans les mêmes conditions, bien entendu. Enfin, dans la troisième partie, on abordera des aspects qui sont liés à la sensibilisation et à la formation du personnel scolaire pour une meilleure gestion de sauvegarde. Car on le sait, la plupart du temps, quand il n'y a pas de service informatique, ou en tout cas de personnes dédiées non seulement à la cyber, mais même au SI de manière générale, c'est bien souvent le personnel de l'établissement en question qui va se charger de ces questions. Et donc, on verra comment impliquer toute la communauté éducative dans la protection des données et comment instaurer une culture de sécurité au sein d'un établissement scolaire. Alors maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de la structure de cette conférence, on va commencer par la première partie et donc examiner les risques auxquels les établissements scolaires sont confrontés en matière de perte de données. Donc, les établissements scolaires, qu'ils soient des écoles primaires, des collèges, des lycées, traitent, on l'a dit tout à l'heure, de grandes quantités de données sensibles, puisqu'on parle notamment de mineurs. Cela peut inclure des informations personnelles, des élèves et des étudiants, des données financières, des RIB évidemment, des prélèvements en ACEPA, etc., des rapports d'évaluation, donc des données qui ont plus trait aux notes et à la communauté éducative, des plans pédagogiques, des plans de formation, parfois même des financements d'opérateurs privés. Et malheureusement, ces données sont exposées à différents risques de compromission ou de perte. L'un des risques majeurs est bien évidemment la perte accidentelle de données qui peut se produire en raison d'une défaillance matérielle, un ordinateur ou un serveur qui tombe, d'une erreur humaine, oups, j'ai supprimé un fichier, ou d'une catastrophe naturelle, et malheureusement, on en a vu un certain nombre ces derniers mois. Et finalement, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Si toutes les données d'un établissement, y compris les dossiers académiques, par exemple, étaient perdues en raison d'une telle situation. Vous imaginez, dans le cadre de Parcoursup, un lycée qui, à un moment, en cas d'une inondation, quand il n'y a pas de sauvegarde par ailleurs sur un autre site, eh bien, se retrouve face à des étudiants et une communauté éducative qui demandent des comptes, puisqu'il n'y a pas eu de travail de sauvegarde. Un autre risque est la corruption ou la modification non autorisée des données, c'est-à-dire que ces établissements peuvent être la cible d'attaques malveillantes, de ransomware, c'est-à-dire on chiffre les données scolaires ou financières, et donc ces rançongiciels font qu'il y a une rançon qui est demandée pour débloquer ces mêmes données. Donc, non seulement cela peut entraîner une perte de données, mais cela peut également perturber les activités quotidiennes de l'établissement. Et donc, il est important de prendre en compte le risque aussi de violation et de confidentialité de ces données, dès lors qu'elles sont compromises par un tel ransomware. Donc, les informations personnelles des étudiants, des élèves et du personnel, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grande communauté éducative à côté, du personnel administratif par ailleurs, sont précieuses pour les cybercriminels, qui peuvent donc les exploiter à des fins de fraude, d'usurpation d'identité ou de phishing. Le phishing, c'est donc un mail que vous avez et qui vous demande de cliquer sur un lien qui a l'apparence d'un mail légitime et qui vous renvoie malheureusement vers une fausse page web et qui est donc fait pour récupérer des données qui sont ensuite revendues. Une violation de la confidentialité peut également entraîner une perte de confiance de la part des parents et de la communauté éducative, et malheureusement,
On l'a vu notamment aux États-Unis, hein, pour des établissements privés extrêmement connus, il y a eu malheureusement une perte de confiance, notamment des donateurs, notamment d'organismes privés qui participaient au financement de certains programmes éducatifs. Et donc, maintenant qu'on a compris les risques auxquels les établissements scolaires sont confrontés, il est essentiel de mettre en place des mesures de sauvegarde efficaces. Et là, on va rentrer un peu dans le dur pour prévenir ces problèmes et donc protéger les données précieuses de ces écoles. Donc, on va passer à l'importance de la sauvegarde des données. La sauvegarde des données permet, en fait, dans un premier temps, de garantir la continuité des opérations. Parce que quand on est confronté à une perte de données, les activités pédagogiques, donc tout simplement les cours, les activités administratives, donc la gestion financière de l'établissement, ou tout simplement la partie RH, pour notamment le personnel, peuvent être très très perturbées. Et par exemple, si les dossiers des étudiants ou des élèves venaient à être perdus, il pourrait être compliqué de suivre la progression académique, d'organiser même des examens, on pense par exemple à un bac blanc ou un brevet blanc, et de délivrer des diplômes. Donc, en sauvegardant régulièrement les données, les établissements scolaires peuvent minimiser les interruptions et donc assurer la continuité de leur service. En somme, c'est ce qu'on appelle dans les entreprises des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité, PCA ou PRA, et qui permettent donc de, en cas d'attaque, de rebâtir, du moins de retrouver les données qui étaient présentes préalablement à l'attaque. Donc, deuxièmement, la sauvegarde des données aide aussi à protéger la réputation de l'établissement, parce que les écoles ont la responsabilité de préserver la confidentialité et l'intégrité des informations personnelles de leurs étudiants et de leur personnel. En cas de violation de la confidentialité ou de perte de données, la réputation de l'établissement peut être ternie, ce qui peut avoir des conséquences, je le dis, de long terme, sur l'attractivité de l'école, la confiance accordée par les parents, la communauté, mais même des établissements privés, des organismes associatifs. Et donc, aussi, en corollaire de cela, la sauvegarde des données est essentielle pour se conformer tout simplement aux réglementations en matière de protection des données, et notamment le RGPD. Donc, notamment en Europe, les établissements scolaires doivent se conformer au RGPD et à d'autres réglementations, ce qui inclut la mise en place de mesures de sécurité appropriées, et donc, bien évidemment, la sauvegarde des données en fait partie. Donc, en résumé, la sauvegarde des données est un élément essentiel de la gestion de la cybersécurité dans les établissements scolaires. Elle permet d'assurer la continuité des activités, de protéger la réputation de l'établissement et de se conformer aux réglementations. Donc, on va passer à la deuxième partie qui est plutôt liée aux méthodes de sauvegarde. Alors, il y a évidemment beaucoup de types de sauvegarde, beaucoup d'outils différents. Là, en une heure, on n'aura évidemment pas le temps de balayer tous ces outils et toutes les possibilités, les différences entre ces différents types de sauvegarde. Mais l'idée, c'est de vous donner des clés de compréhension et ensuite, on vous donnera des ressources pour aller plus loin. Et Nicolas, par ailleurs, pourra également les diffuser sur les réseaux. Donc, la première méthode, celle qu'on voit malheureusement un peu trop souvent sur des petits établissements en majorité, c'est la méthode de sauvegarde dite locale. Concrètement, il s'agit de la copie des données sur un support de stockage physique, c'est-à-dire un disque dur externe, un serveur local ou un système de stockage en réseau qu'on appelle NAS. Alors, la sauvegarde locale, effectivement, offre plusieurs avantages. Elle est très facile. Les gens aiment bien l'outil physique que ça représente et pensent être protégés. Cependant, elle présente également de grosses limitations, notamment en termes de capacité de stockage et de vulnérabilité aux sinistres locaux. Imaginez, en cas d'incendie ou d'inondation, ça peut être dramatique et certainement pas suffisant. La deuxième possibilité, c'est une sauvegarde sur le cloud, c'est-à-dire le nuage, ce qu'on met en réseau.
Elle implique le stockage des données sur des serveurs distants via Internet. Et donc, elle offre là aussi des nombreux avantages, hein. Une capacité de stockage qui est pratiquement illimitée, une redondance des données et une accessibilité de ces données qui est très facile, et elle protège les données contre les sinistres locaux. Là, il n'y a plus question d'incendie, inondation, etc. Il existe de très nombreux fournisseurs aujourd'hui, hein, de services de sauvegarde sur le cloud qui offrent des options adaptées aux besoins de chaque entité, hein, dont les établissements scolaires. Et d'ailleurs, je vais laisser Nicolas parler rapidement de l'une de ces solutions avant de revenir sur la sauvegarde hybride, si tu le souhaites, Nicolas. Ouais. Alors, tu voulais que j'évoque sur la partie technique? Oui, quelques exemples d'outils et de solutions. Alors, il existe différents outils sur le marché. Le plus connu, c'est Vim Backup. Alors, pour les établissements qui ne disposent pas d'un budget illimité, il y a une version communautaire de Vim. Alors, ça peut partir de la version Vim. Le Vim, c'est le client ou Vim Agent pour Windows, qui est un petit agent que vous installez, parce qu'il y a certaines structures scolaires, hein, pour un peu resituer, qui ne disposent pas de serveur, où tout est stocké un peu à l'arrache, ou que sur l'ordinateur portable ou le PC fixe de la secrétaire et de la chef d'établissement. Vous avez ce type d'outil-là qui permet de faire des sauvegardes un petit peu plus propres et un petit peu plus quotidiennes au lieu qu'un simple copier-coller manuel, et qui va vous gérer aussi la rotation aussi de vos sauvegardes. Il y a d'autres logiciels beaucoup plus vieux. Il y a Cobian, qui est un logiciel plus ou moins bien. Je dirais, je l'ai utilisé il y a très très longtemps, moi. Je travaille énormément avec Vim. Il y a Hyperius Backup aussi, qui est pas mal, qui est à portée de budget d'un établissement d'enseignement. Il y a plein de solutions sur le marché. Le but n'est pas de vous plumer budgétairement sur la partie de mise en œuvre d'un logiciel de sauvegarde. Il existe un tas de logiciels. On essaiera de faire un petit listing, on fera un post peut-être sur les réseaux sociaux avec différentes technos, hein. Il y a des agents qui font directement de la sauvegarde cloud. Après, vous payez à la volumétrie. Mais le plus connu, on n'a pas de contrat de partenariat. C'est bien dommage. On n'est pas payé, promis. Ouais, mais c'est Vim, c'est Vim. Mais voilà, et par exemple, Cobian Backup, là je vois un commentaire, j'aime bien, mais assez opti en termes d'options et intégrité des données. Cobian, quand tu as un problème, quand il te fait des alertes par mail, il te fait 3 km de log, c'est pas terrible. Mais c'est un des outils qui est bien. Voilà. Au moins, dès que vous entamez une démarche de mise en œuvre de sauvegarde, c'est mieux que rien. Parce que le bon nombre d'établissements que j'ai pu rencontrer et avec des chefs d'établissement avec qui j'ai pu échanger, un disque dur externe, je fais un copier-coller quand j'y pense, quand j'ai le temps. Mais je dis, et le disque dur, vous le débranchez. Ah non, non, il est tout le temps branché sur mon ordi. Ah non, vous avez un ransomware, le premier truc, c'est qu'il va essayer de s'attaquer aussi à vos périphériques de stockage. Donc voilà. En termes de budget, tu peux donner des fourchettes peut-être pour indiquer. Voilà. Alors, Vim, en termes de budget, je ne veux pas cacher que j'utilise depuis un petit moment la version communautaire. Hyperius, alors j'avais les tarifs il y a un certain temps. Je vais vous le dire parce que je ne m'en rappelle même plus. On est entre 59 et 299 euros. Hyperius en version basique pour une machine, c'est 59 euros. En perpétuel, avec toutes les fonctionnalités pour PC et serveur, on est à 299 euros. Donc, c'est un des moins chers, hein, par rapport à Vim Hyperius. Après, il y a des avantages, des inconvénients. Voilà. Hyperius, j'ai pas creusé. Il est compatible sur Hyper-V pour des sauvegardes sur Hyper-V, sur ESXi, VS Hunter ou des clusters ESXi. J'ai un doute sur Proxmox. Il est compatible sur les sauvegardes en bande LTO. Alors ça, c'est plutôt un avantage parce que Vim en Community Edition ne prend pas en charge les lecteurs LTO. Vous pouvez faire de la sauvegarde sur du RDX, ça fonctionne, mais en LTO, il ne le prend pas en charge. Il faut l'option, enfin l'abonnement. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent ce que c'est?
Le LTO, de façon très très simple et très caricaturale, c'est une grosse disquette, c'est de la bande magnétique. Alors l'avantage, les cartouches LTO ne coûtent pas cher, mais les lecteurs, et c'est bien dommage parce que j'en avais un juste à côté de moi, il faut dire que je suis dans mon lit et j'avais un lecteur LTO à côté de moi. Mais non, Qui ne dort pas à côté d'un lecteur LTO? c'est que j'ai fait du tri et j'ai pas de cartouche là. C'est bien dommage, j'ai pas prévu mon truc. Mais les lecteurs coûtent très cher. Et alors attendez, je vérifie juste une petite information. Il y a plusieurs versions de lecteurs LTO et le prix diverge. Vous aviez plusieurs versions. Alors c'est Ultrium, il y a le 5, je vois le 8, le 7, etc. Alors les coûts, les vitesses d'écriture sont pas les mêmes et les coûts des cartouches sont pas les mêmes. Donc voilà. Moi personnellement, j'avais fait le choix dû à la Community Edition de me réorienter sur du RDX. Et le RDX, c'est tout simple, hein, c'est généralement soit un disque dur mécanique ou un SSD encapsulé dans une cassette. Voilà, je caricature, mais voilà. Après, il y a des avantages et des inconvénients de l'un et l'autre. Après, ça dépend du point de vue de certains, parce que pour avoir comparé pas mal de choses sur le RDX et le LTO, il y en a qui disent dans la durabilité, le LTO est plus sécure que le RDX parce que le SSD, on n'a pas assez, soi-disant, de recul sur la pérennité des données quand vous avez une cartouche qui est stockée peut-être 10 ans, par exemple pour une sauvegarde d'archives, dite d'archives. Donc voilà, mais il y a différents moyens, hein. Il y a RDX, LTO, il y a le cloud, il y a le cloud immuable. Après du LTO immuable, bah, du coup, si vous voulez gaspiller vos cartouches, libre à vous. Mais voilà. Ouais, le RDX, c'est vraiment pour des solutions. Par exemple, si vous allez avoir une rotation de sauvegarde, par exemple, de 3 mois, vous faites une sauvegarde mensuelle sur du RDX en complément d'une sauvegarde sur NAS ou de cloud qui est quotidienne. Par exemple, après, libre à vous d'adapter votre plan de sauvegarde et votre politique de sauvegarde, mais ça peut être une option. Il n'y a Voilà, pas et comme dit d'outil Maxime magique, hein. en commentaire, la durée de vie, voilà, en fonction de l'utilisation, ça peut changer. Ouais. Voilà. Tout dépend du plan de sauvegarde aussi, hein, Ouais. effectivement. Ah, Maxime demande si tu peux parler des sauvegardes sur bande en termes d'infrastructure et de coûts. Alors, un lecteur sur bande, ça très varie, j'ai les prix devant moi là. Par exemple, ça peut aller de 8 000 € les lecteurs. Et le moins cher là que je vois, c'est les vieux lecteurs. On est à 700 € à peu près le ticket d'entrée minimum. Alors après, des établissements d'enseignement ont des tarifs éducation, mais un lecteur de bande LTO avec une rotation automatique, là, on explose les budgets. On n'est pas loin de plus de 4 000 €. Ouais. Maxime dit que c'est pas donné, mais en fait, à l'échelle d'un établissement, alors tout dépend hein, des établissements, bien entendu, et de leur politique, notamment en termes de sauvegarde, mais de Voilà. manière générale de cyber, hein, c'est vraiment pas grand-chose, en fait. À Oui, l'échelle d'un établissement de quelques centaines d'étudiants et d'élèves par rapport aux dommages qui peuvent être consécutifs. Hein. Je ouais. parlais du risque tout à l'heure, hein, mais une perte de données de plusieurs mois ou plusieurs années, il faut bien s'imaginer que ça va coûter une fortune à Voilà, c'est rebâtir au niveau du SI et de faire intervenir un prestat informatique, de, entre-temps, appeler le logiciel métier pour la compta, pour le RH, pour la gestion des notes, etc. Non seulement le temps, l'énergie, mais le coût que ça représente, il est vraiment bien, bien supérieur à ça. Hein. Ouais. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Alors après, moi, ce que je recommande, parce que connaissant la situation, et je suis passé par là où je suis actuellement, vous pouvez avoir une sauvegarde dite en ligne sur du NAS. En tout cas, on va en reparler ça plus dans le détail tout à l'heure. Et après, déjà partir sur une première option de RDX que vous complétez avec une sauvegarde hors site.
Mais le RDX, au moins, vous permet de répondre à la problématique de mettre en œuvre une sauvegarde dite hors ligne. Certes, vous avez je ne vous dirais pas de faire des sauvegardes d'archives sur ce type de support-là ou une archive, mais parce que vous avez une nécessité d'avoir une archive de 1 an, ok. Ce que je lisais, là, il disait maximum 5 ans sur une sauvegarde d'archives sur du RDX. Après, faut investir plus sur du LTO. Alors après, il y en a qui vont diverger sur le LTO, le RDX. C'est des gros débats. J'ai mis en œuvre, moi, mon plan de sauvegarde il y a quelques mois. J'avais des gros doutes. J'étais parti sur le LTO. Et quand j'ai vu le coût du lecteur en termes d'investissement, parce que le problème, c'est qu'il y en a qui vont avoir un lecteur. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Vous avez des serveurs rackables où le lecteur LTO était intégré dans votre serveur. Mais le problème que je trouve, c'est que le risque derrière incendie, c'est que généralement, alors votre cassette avait été expulsée automatiquement à la fin de votre sauvegarde, mais si ça crame, voilà. Et en fonction de la rotation de vos sauvegardes, vous pouvez perdre, par exemple, si vous faites qu'une sauvegarde par semaine, ce que je ne recommande pas, vous perdez une semaine de productivité. Le mieux est de mettre en toujours œuvre. la semaine où on a des examens, fin de trimestre, c'est toujours comme ça, les cyberattaques ou les vulnérabilités ou de manière générale tous les problèmes qu'on peut rencontrer, même matériels, c'est toujours à Noël, un férié ou la veille des vacances, quand il y a tous les bulletins, quoi. Et puis je vous recommande, mais ça c'est partout pareil, c'est quand vous faites de la sauvegarde, de ne pas stocker vos sauvegardes dans la même pièce que vos serveurs, même quand vous faites sur du LTO. C'est pour ça que le LTO aussi, il y a certaines options où ça fait grimper vite la somme, de l'investissement. C'est que personnellement, un LTO dans la même salle serveur, du RDX aussi. Je ne dirais pas que je suis un exemple dans ce domaine-là, mais à moins que vous soyez hyper réactif et dès que vos sauvegardes sont faites et qu'elles sont rapides, vous prenez, c'est mis au coffre, vos cartouches ne sont pas dans la même salle serveur. Après, une politique de sauvegarde, un plan de sauvegarde, c'est à adapter en fonction aussi de votre entreprise, votre établissement. Du moment que les principes de base sont bien respectés, vous minimisez le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais vous le minimisez. Les établissements d'enseignement sont face à des risques assez importants, où il y a une mauvaise considération des risques en termes de cybersécurité. On pense à l'opérationnel, mais pas en cas de problème. Donc, c'est vraiment ce point-là où on met l'accent un petit peu aujourd'hui. Voilà. Alors, pour continuer là-dessus, il y a donc entre ces sauvegardes locales et ces sauvegardes cloud une troisième option, qui est celle qu'on cherche à privilégier. En tout cas, Nicolas vient d'en parler également, c'est les sauvegardes hybrides, tout simplement. C'est-à-dire à la fois de la sauvegarde locale et de la sauvegarde sur le cloud, parce que cette approche, elle offre une double protection en cas de panne matérielle, d'une part, ou de sinistre local, tout en bénéficiant des avantages dont j'ai parlé tout à l'heure pour la sauvegarde sur le cloud, en termes de capacité de stockage et d'accessibilité. La sauvegarde hybride est donc une option intéressante pour les établissements scolaires qui souhaitent une solution robuste et flexible, bien qu'effectivement, il faille en considérer le coût. Donc, ce qu'on peut dire à côté de cela, en matière de bonnes pratiques de sauvegarde, c'est effectivement important de suivre un certain nombre de guidelines. Alors, tout dépend là aussi de votre politique cyber de manière générale, du budget, des ressources humaines pour cela. Encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment les grandes lignes qu'on vous présente et l'état de l'art, ce qu'il faudrait dans l'absolu appliquer pour l'ensemble des établissements. Donc, premier point, établir une stratégie de sauvegarde. Ça peut être très bateau de dire ça, mais beaucoup d'établissements aujourd'hui n'ont pas de stratégie de sauvegarde claire. Ils n'ont pas identifié les données prioritaires à sauvegarder. Qu'est-ce qui est vraiment critique pour mon établissement? C'est valable aussi pour tout type d'entité. Qu'est-ce que je souhaite vraiment protéger en premier? Qu'est-ce qui est vital pour la continuité de mes activités, tout simplement? Définir la fréquence
les sauvegardes. Hein. Nicolas l'a dit, une fois semaine, bon, c'est visiblement pas suffisant parce que en cas de sinistre ou d'attaque, imaginez que vous perdez une semaine, comme je le disais tout à l'heure, au pire moment de l'année, vous êtes en train de rentrer pour les bulletins, voire de les transférer sur Parcoursup, etc., ou à un centre d'examen, ça peut être dramatique. Et établir des procédures de récupération en cas de besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Qui s'en occupe? Qui contacter au besoin? Où est-ce qu'on les cherche? Est-ce qu'il y a une procédure écrite? Et si oui, où est-elle? Voilà, qui la conserve? Si cette personne n'est pas là, qui s'en occupe en deuxième et troisième lieu? Enfin voilà, c'est de préparer tous les cas de figure possibles. Deuxième point, automatiser les sauvegardes. Il y a aujourd'hui un nombre incroyable d'outils de sauvegarde automatisés pour garantir que les sauvegardes sont effectuées régulièrement et de manière cohérente sur l'ensemble des données que vous souhaitez prioriser. Dans beaucoup d'établissements, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une personne qui s'en occupe et qui le fait à la main. Alors, ça peut parfois être malheureusement obligé, hein, puisque l'établissement n'a pas les ressources, encore une fois, financières et humaines pour le faire, on n'a pas les connaissances tout simplement techniques pour le mettre en œuvre, mais au vu de l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui, gratuits et payants, il y a beaucoup de possibilités que là aussi, on cherchera à évoquer en toute fin de la présentation et que Nicolas pourra aussi vous mettre en description du replay et ça fera aussi probablement l'objet de différents posts. Troisième point, tester régulièrement les sauvegardes. J'ai eu le cas d'un client il y a quelques semaines, pas dans le domaine éducatif, mais on se retrouve sur la même chose, qui faisait des sauvegardes sur un NAS et sur des disques à côté. Elle pensait qu'effectivement, elle faisait donc tous les vendredis, hein, et elle pensait que c'était OK. Voilà. Elles ont eu un ransomware et panique à bord, elle ne savait pas quoi faire, effectivement, juste avant Noël, donc encore une fois la pire période. Et eh bien, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient jamais testé leur sauvegarde et qu'en fait, ce qu'elles pensaient être une nouvelle sauvegarde n'était pas, le disque était plein en fait. Le NAS était plein, le disque était plein et le NAS ne fonctionnait pas. Donc, elles ne pouvaient pas du tout se reposer sur la sauvegarde qu'elles avaient faite et donc elles ont perdu presque 3 ans de données, dont des données extrêmement sensibles. Donc là aussi, l'importance, hein, encore une fois, c'est pas que des mots, c'est vraiment parce que ça arrive et qu'on le voit, nous, en tant que professionnels de la cyber, c'est de vérifier périodiquement, même si c'est vrai, c'est un peu pénible, il faut le faire parce que ça vous permettra de vous assurer que les données peuvent être récupérées correctement en cas de besoin le jour J. Quatrième point, protéger les sauvegardes. Appliquer des mesures de sécurité pour protéger les sauvegardes, comme le chiffrement des données ou tout simplement la gestion des accès. Qui accède aux sauvegardes? Ça peut être aussi tout simplement le local dans lequel est le matériel de sauvegarde. Qui a la clé? Qui s'en occupe? Si cette personne n'est pas là, qui s'en occupe? Et enfin, cinquième point, former le personnel. Sensibiliser et former le personnel sur l'importance de la sauvegarde et des bonnes pratiques de sécurité. Parce que aujourd'hui, on parle de sauvegarde, mais en fait, tout cela s'inscrit dans la sécurité numérique de manière générale et l'hygiène numérique. Donc, en suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez mettre en place une stratégie de sauvegarde qui est relativement fiable, relativement solide. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas dans les détails, on n'ira pas beaucoup plus loin sur le plan technique, même si on vous présentera à la fin de cette présentation avec Nicolas une étude de cas, ou en tout cas, comment on voit concrètement l'application de ces différentes bonnes pratiques pour un établissement scolaire. Mais, bien entendu, on vous mettra des ressources pour aller un petit peu plus loin. Donc, je vais juste revenir en aparté hein, sur la question de la sensibilisation et de la formation du personnel, parce que c'est une des principales activités du cyber, hein, de former et de sensibiliser les personnes qui sont de près ou de loin attachées à la sécurité des établissements scolaires.
En fait, ce qu'on se rend compte, hein, et Nicolas pourra ajouter également son point de vue, c'est que la plupart des établissements scolaires ne se rendent pas bien compte de l'importance des sauvegardes. C'est valable pour les sauvegardes, mais c'est aussi valable pour d'autres mesures de sécurité. Pour autant, le personnel joue un rôle crucial dans la protection des données et dans la mise en œuvre des bonnes pratiques. La sensibilisation, elle passe aussi par tout simplement comprendre pourquoi on fait des sauvegardes. Pour ce faire, hein, on peut organiser des sessions de sensibilisation régulières, pas qu'une fois par an, pas éventuellement à la disposition de telle ou telle personne. Il faut que ce soit obligatoire et régulier pour informer tout simplement le personnel des risques potentiels, des politiques de sauvegarde en place, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et donc des mesures à suivre au quotidien. L'important, hein, c'est de faire comprendre, encore une fois, que la sauvegarde des données n'est pas seulement une tâche technique un peu redondante, un peu pénible, hein, il faut le dire, mais une responsabilité qui est partagée et qui devrait être partagée par tous. L'information sur les procédures de sauvegarde, elle passe par, en plus de la sensibilisation, sur de la formation du personnel sur les procédures de sauvegarde qui sont mises en place dans l'établissement scolaire. On peut expliquer concrètement comment on effectue des sauvegardes, comment on vérifie l'intégrité des sauvegardes, comment on restaure les données en cas de besoin. Bref, on essaye de s'assurer que tous les membres du personnel connaissent les étapes à suivre et les outils disponibles pour effectuer les sauvegardes de manière efficace. Enfin, dans chaque établissement, normalement, il y a une définition des rôles et des responsabilités, hein, notamment du point de vue de la cyber et de la sécurité des données de manière générale, pas que du point de vue de la sauvegarde. Et donc, les responsables de la sécurité ont un rôle à jouer. Le plus souvent, c'est le directeur d'établissement. Ils doivent donc travailler à la sensibilisation et la formation du personnel. Ils doivent travailler avec les équipes administratives et pédagogiques, hein, pour vraiment élaborer des politiques de sauvegarde qui concernent tout le monde et mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour, en parallèle, hein, fournir les ressources nécessaires pour assurer bien, le bon déroulement des sauvegardes, notamment du point de vue technique et financier. Ils doivent aussi répondre au maximum aux questions, résoudre les problèmes. Il faut toujours définir, encore une fois, le rôle et les responsabilités de chacun. Et donc, en cas de sinistre ou en cas d'incident, qui peut être amené à résoudre les problèmes. Et donc, fournir aussi un soutien technique lorsque cela est nécessaire. Nicolas, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à la sensibilisation? Sur la sensibilisation, je pense que c'est surtout sensibiliser bien et bien insister aux chefs d'établissement de risque. Je sais que faire des analyses de risque dans les structures d'enseignement, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est chronophage et ça coûte de l'argent. Faire ça par une entreprise, ça coûte cher, mais ça permet d'avoir une prise de conscience du risque. Si cette option-là n'est pas possible, c'est vraiment de mettre la gomme de vous-même en tant que personne présente dans l'établissement, s'il y a, de sensibiliser et de dire et de forcer. Sinon, c'est très simple, il faut faire des cas concrets ou sensibiliser avec une. J'ai pu effectuer par exemple des démonstrations d'un faux ransomware sur un environnement cloisonné pour afficher un petit peu les dégâts et pour qu'il y ait une prise de conscience derrière, parce que si vous avez un ransomware, il va matraquer tous vos fichiers et éventuellement vos sauvegardes en fonction de comment ça se situe. Mais il faut que vous ayez une issue de secours. Parce que derrière, ça va être la panique. En tant que personne sur place ou prestataire, vous allez être vite sollicité. C'est vraiment il faut qu'il y ait un déclic. C'est compliqué en fonction des structures, etc. Mais il faut vraiment comprendre que les sauvegardes, c'est important. Et il y a tout un système derrière. Parce que là, on parle du minimum. Sauvegarde. OK, je fais une sauvegarde et respecter le schéma 3-2-1 au minimum. Donc, 3 copies de la donnée sur 2 supports différents et une hors ligne.
une hors ligne, voilà, j'ai perdu Le schéma, ouais. Voilà, hop, j'ai oublié ma leçon, super. Une hors site, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit hors ligne. Oui, c'est le 2 en une hors ligne et l'autre hors site. Ça, c'est très bien, mais derrière, vous avez des mesures de sécurité sur la sécurité à mettre en œuvre, parce que la sauvegarde, c'est une mesure de sécurité. Et si vous ne sécurisez pas votre sauvegarde derrière, ça ne sert pas grand-chose. J'ai vu des entreprises faire de la sauvegarde sur du NAS, sur du QNAP, du Synology ou du Buffalo, un truc comme ça. Eh bien, sauf que derrière, si vous ne gérez pas les droits sur... Enfin, j'ai vu ça, mais vous faites votre sauvegarde qui se dans un chemin réseau sur un NAS, mais le NAS, tout le monde peut y accéder, donc ça sert à rien. Et par défaut, par exemple, je vous parle parce que QNAP, je connais bien QNAP. Par défaut, il y a plein de services d'activés sur les QNAP qui sont vulnérables. Et faudrait que je le retrouve. Il y a un article qui explique comment sécuriser un QNAP, par exemple en entreprise, parce que ce type d'équipement-là, en fait, si vous, par défaut, c'est un peu trop ouvert, je trouve. Voilà. Après, vous avez la sécurisation, comme disait Maxime tout à l'heure, de segmenter les flux de sauvegarde. Là, on passe à un échelon au-dessus, c'est-à-dire que vous avez, je vous donne un cas concret, un réseau pédagogique, vous le sauvegardez, votre sauvegarde n'est pas dans le réseau pédagogique. Si vous travaillez sur des machines virtuelles, ça sera par exemple votre Vim qui va attaquer votre hyperviseur, votre SXI, et sauvegarder la machine virtuelle en elle-même. Elle n'aura pas d'interaction avec ce qu'il y a dans la machine virtuelle, dans par exemple votre contrôleur de domaine. Sur un VLAN distinct, qui est cloisonné, qui n'a peut-être pas éventuellement accès à Internet, où vous faites vous-même manuellement les mises à jour avec un rappel sur votre calendrier et de les faire. Voilà, il y a plein de mesures derrière. Hein. Il y a les guides de l'ANSSI. Hein. Il y en a un qui parle sur la partie des sauvegardes. Il y a beaucoup de choses. Ça évolue beaucoup trop vite. C'est malheureux à dire, mais voilà. Il y a quelques temps, on parlait pas trop de sauvegarde immuable. Maintenant, j'entends que ça. Je vois que des articles là-dessus. Donc voilà. Peut-être rappeler ce que c'est justement. Je souhaitais qu'on en parle à la fin, mais autant en parler maintenant. Tu veux en parler ou j'en parle? Vas-y. Je vais reparler après du renforcement. Je vais donner la bonne définition. Je vous l'ai dit tel quel que je l'ai devant moi. Une sauvegarde immuable est un fichier de sauvegarde qui ne peut absolument plus être modifié. En gros, il est verrouillé. Le but d'une sauvegarde immuable est d'être inaltérable et de pouvoir être immédiatement déployé sur les serveurs de production en cas d'attaque de ransomware. Principalement, et ce qui est souvent dit, l'immuable sert de rempart contre le ransomware. Je suis sûr peut-être qu'il y en a un qui va me dire oui, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est peut-être vulnérable, mais ça réduit le risque. Moi, je pars toujours dans l'optique, on réduit le risque, on est dans une démarche. Voilà, plus vous réduisez le risque, moins vous avez de chances, oui, je ne me trompe pas, de vous faire attaquer ou qu'on vous attaque, on attaque vos sauvegardes. Voilà. Et en plus, l'immuabilité, c'est un système un peu vieux comme le monde, qui est sous Linux, c'est du XFS, j'espère pas dire de bêtises, qui date de je ne sais plus quelle année, parce que j'avais lu un article sur l'inventeur de ça, et je crois que ça a plus de 20 ans ce truc-là. Et voilà. Alors Maxime dit, il peut être écrit qu'une fois et donc altéré, on peut donc l'utiliser qu'en lecture seule, ça réduit considérablement le risque d'altération des données. Voilà. Donc après, c'est vos sauvegardes, c'est des briques. On vous en donne quelques-unes là, il y en a beaucoup d'autres. Chacun aura son point de vue en expert technique ou en termes de politique à suivre en entreprise. Mais quand des établissements scolaires partent de rien ou n'ont rien, nous, on se bat un peu côté du cyber, qui fassent bien, enfin, qui entament une démarche avec peu de moyens, ou pas du tout.
mais au moins d'avoir un socle de minimum à suivre et à essayer de respecter. C'est compliqué et ça demande pour certains des compétences techniques. Peut-être un jour, peut-être on se mettra tous autour d'une table et on dira on va créer un logiciel qui fait tout seul. Peut-être que ça existe déjà sur le marché, mais qui vous guide en étapes à la mise en œuvre de votre plan, de votre politique de sauvegarde, du paramétrage derrière. Ce serait tellement bien. Ça mettrait tout le monde au chômage, par contre, Ah oui, nous, on n'existera plus là. mais voilà. Et voilà, alors on a fait un peu le tour. Je me permets, Elodie, d'évoquer une ressource qui peut être vachement importante qu'on avait échangé ensemble par message. Oui. Il y a Open Classroom, j'ai pas de partenariat avec eux, qui Ok. a sorti il y a quelque temps un cours sur la sauvegarde qui est vachement intéressant sur la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde et d'une politique de sauvegarde. Il distingue bien deux choses. Je vais vous envoyer le lien de suite dans le chat. Le Pendant ce temps, cours date. j'embraye sur la dernière partie, si tu veux. Ou tu Ouais. voulais rajouter un petit truc? Tu as dit quoi, Elodie, pardon? Tu veux que j'embraye sur la dernière partie ou tu veux rajouter quelque chose? Tu avais encore quoi à dire, toi, de ton côté? Que ça s'inscrit dans le renforcement de la cybersécurité de manière générale, donc Ouais, avec d'autres mesures d'hygiène numérique. ouais, vas-y. Je te laisse et puis je reprendrai la suite. Ok. Alors, pour du cyber, effectivement, là, aujourd'hui, on parle de sauvegarde, hein, c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, mais de manière générale, on essaye en tout cas de sensibiliser sur les risques avec un grand R et effectivement sur l'hygiène numérique pour les établissements scolaires. Et donc, effectivement, j'aimerais discuter avec vous de quelques mesures supplémentaires. Alors, ça fera certainement redite avec d'autres événements, d'autres articles hein, que vous pouvez voir, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que certains établissements ne sont pas du tout sensibilisés, sont au degré zéro de la cyber, malheureusement, parfois malgré eux. Et donc, il est important de refaire un petit point sur les mesures essentielles pour renforcer la cyber de manière générale hein, dans ces établissements, mais aussi, bien sûr, les sauvegardes. Car, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, vous pouvez avoir la meilleure sauvegarde que vous voulez. Si à côté, vous laissez la clé sur la serrure, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va commencer par les mises à jour des systèmes. Alors ça, c'est vraiment le grand premier point qui est toujours évoqué, le serpent de mer, mais qui est tout de même hyper important. Ça comprend évidemment la mise à jour des systèmes d'exploitation, des logiciels, des applications, des périphériques. Pour un établissement scolaire, clairement, arrêter avec Windows 7. Pour les logiciels métiers, on sait que il peut y avoir, et les applications, il peut y avoir malheureusement des applications et des logiciels dont on a l'habitude, qu'il est compliqué de faire changer, notamment pour les notes, notamment pour la gestion du parc, on va dire de manière générale, des plannings des élèves, des plannings des professeurs. Donc voilà, on sait que c'est pas toujours évident, mais à minima mettre à jour et également les périphériques, hein, est absolument essentiel. Ça permet déjà de corriger les vulnérabilités qui sont connues hein, et de bénéficier des dernières fonctionnalités de sécurité. La cyber, c'est vraiment un processus continu. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'établissement scolaire dispose d'un processus de gestion des mises à jour efficaces et à jour. Là aussi, de définir qui s'en occupe, si oui, quand et comment. Deuxièmement, l'utilisation de pare-feu, firewall, et d'antivirus. C'est encore une fois des choses qui sont très basiques, mais qui parfois ne sont pas établies dans ces fameux établissements scolaires. Et donc, effectivement, c'est là aussi essentiel pour protéger non seulement les systèmes, mais aussi les réseaux contre les attaques. Et donc, il faut bien entendu le configurer correctement pour filtrer le trafic entrant et sortant et installer et mettre à jour régulièrement les logiciels antivirus sur tous les appareils utilisés dans les établissements.
Troisièmement, la gestion des accès et des identités. Et là, souvent, là aussi, hein, de ce qu'on voit, le bas blesse, malheureusement. Il faudrait donc, dans l'absolu, mettre en place des politiques strictes de gestion des mots de passe, d'une part, en encourageant l'utilisation de mots de passe forts et en exigeant des changements réguliers. Là aussi, pour les mots de passe forts, il existe aujourd'hui tout un tas de sites internet qui vous proposent des bonnes pratiques pour les mots de passe forts, avec des phrases, avec des mots de passe complexes. Ou alors, il y a d'autres méthodes pour les mots de passe, en parallèle des gestionnaires de mots de passe, hein, qui enregistrent donc tous vos mots de passe à partir d'un mot de passe fort, si vous avez du mal à les retenir. Il y a aussi ce qu'on appelle le MFA, la MFA même, l'authentification multifacteur, c'est-à-dire un peu comme quand vous commandez, je dis n'importe quoi, un vêtement sur un site. Aujourd'hui, la plupart du temps, votre banque vous oblige à confirmer l'achat à partir de votre téléphone portable ou du moyen que vous aurez défini en amont. Donc, ça peut être un code, ça peut être une empreinte, etc. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, là c'est la dernière brique, qui malheureusement est très peu déployée, ou en tout cas vraiment à la marge dans les établissements scolaires, le SSO. Et donc, c'est le Single Sign-On, c'est-à-dire on ne s'enregistre qu'une fois, on ne met qu'une fois un mot de passe, et donc il n'y a plus de mot de passe sur tous les autres accès. Donc, juste pour revenir sur les mots de passe, en tout cas la gestion des accès d'identité, l'idée, c'est vraiment de limiter les privilèges d'accès, notamment les droits administrateurs, notamment pour les données sensibles, hein, et de s'assurer de révoquer rapidement les accès des anciens employés, des anciens professeurs ou des élèves. Quatrième point, la sensibilisation des élèves et des parents. On a parlé tout à l'heure de l'équipe éducative. En plus de la sensibilisation du personnel, il est important quand même de sensibiliser les élèves, leurs parents à la cyber. Alors, la CNIL et l'ANSSI ont publié, notamment pendant le mois de la cyber en octobre, un certain nombre d'éléments, notamment des flyers, des prospectus là-dessus, et je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil, notamment sur le site de cybermalveillance.gouv.fr, que Nicolas pourra vous mettre en description, qui sont vraiment bien faits et qui sont relativement ludiques pour les enfants. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'organiser aussi des sessions de sensibilisation pour les élèves, notamment pour les parents, ça peut être un petit peu plus compliqué, afin de les informer des risques qui sont liés à l'utilisation d'Internet de manière générale, hein, comme ça se fait souvent aujourd'hui avec des intervenants par rapport aux réseaux sociaux, au cyberharcèlement, etc. Et donc, de parler aussi des bonnes pratiques, notamment en matière de sécurité. Fournir également des ressources, on l'a dit, hein, sur le site de cybermalveillance, et des conseils aux parents pour les aider à protéger leurs enfants en ligne, notamment dans la réalisation de leurs devoirs. On sait que pendant le Covid, il y a eu énormément de problématiques liées à l'envoi des devoirs à distance, à l'école, à la maison, hein, de manière générale. Et donc, effectivement, ça a aussi soulevé beaucoup de questions sur, de manière générale, hein, la maturité des familles par rapport aux risques cyber. Et là aussi, il peut être intéressant que ça fasse partie, un peu comme on le fait aujourd'hui, encore une fois, pour le cyberharcèlement ou le harcèlement tout court, de sensibiliser chacune des parties prenantes, car c'est ensemble qu'on peut définir des politiques de sécurité qui sont véritablement adaptées à l'entité en question. Il y a donc une autre partie qui est liée à la collaboration avec des prestataires externes. Hein, alors, ça peut être sur la cyber, ça peut être sur l'informatique de manière générale. C'est de ne pas hésiter à faire appel. Alors, c'est vrai que ça coûte cher, faire appel à des prestataires ou des freelances, des sociétés de conseil. Néanmoins, ne pas hésiter à faire appel à des associations comme la nôtre et du cyber, qui permet de parler, ou en tout cas de sensibiliser les différentes parties prenantes et de répondre éventuellement à vos questions de manière tout à fait bénévole. Hein. On est quand même une petite communauté maintenant assez fournie. Hein. On a des experts techniques, on a des experts sur le côté opérationnel ou politique, de sécurité de manière générale. Et donc, on est tout à fait en mesure aussi, hein,
de vous accompagner ou en tout cas de vous donner des réponses concrètes pour vous sécuriser. C'est vraiment l'un des objectifs du cyber. Donc là aussi, je souhaitais faire un petit point là-dessus et je vais passer la parole à Nicolas. Me revoilà. Du coup, dans le chat, pour ceux qui nous ont suivis, j'ai mis quelques liens importants. À vous de faire le tri. Le cours de Open Classroom sur le déploiement d'un plan de sauvegarde informatique qui parle des enjeux des sauvegardes, d'adapter votre stratégie de sauvegarde à vos besoins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est à adapter en fonction de votre entreprise. Mais moi, ça va vous synthétiser aussi ce que l'on a dit, du qui, quoi, quand, comment, où. Et tout ça, là, ça va être synthétisé. Il y a une partie technique pour les personnes plus cybertechniques, la mise en œuvre de solutions techniques cyber. Il y a une partie dessus où ça parle des sauvegardes sous Windows, Vim, etc. Je vous ai mis un petit comparatif. Alors, je sais, normalement, il est à peu près à jour sur les différentes éditions de Vim, backup et réplication. Après, il y a plusieurs versions de Vim. Il y a Vim One qui a changé de nom de mémoire. Hyperius Backup, le lien comme on en a parlé. Plusieurs liens sur cybermalveillance.gouv sur la partie sensibilisation des jeunes. Et 2 documents sur les fondamentaux des sauvegardes, un qui est très technique et un autre un petit peu plus simplifié, hein, qui vous explique en gros les essentiels d'un plan de sauvegarde, le contrôle, l'évolution, etc. Le plan de sauvegarde et ce que je rappelle. Alors, aussi un petit point qui peut porter à confusion, vous allez trouver différentes ressources qui vont parler de plan de sauvegarde, de charte de sauvegarde, de politique de sauvegarde. Tout est un peu mélangé. Par exemple, dans le cours Open Classroom, il parle de politique et de plan de sauvegarde. Que je ne me mélange pas. La politique, c'est vraiment la paperasse qui vous dit comment ça tourne. Et le plan, c'est dans le cours là, de ce que j'ai interprété, c'est plus dans le technique, c'est la mise en œuvre technique. Voilà. Mais après, dans le cours, comme évoqué, hein, le plan de sauvegarde, il est intégré dans d'autres parties du plan de reprise d'activité ou du plan de continuité d'activité. La définition puis l'action, voilà. C'est ça. Il y en a beaucoup et dans le cours, vous verrez, hein, c'est évoqué. Il ne suffit pas de définir. C'est bien, hein. Il y a beaucoup de structures, c'est ça. Il faut faire comme ça. Si on fait, on va faire comme ça. Mais derrière, c'est pas fait. Il y a un cap à franchir. Voilà. Après, nous, la communauté du cyber, on essaye. On n'est pas là pour intervenir dans les établissements. On est là plus en conseil puisque c'est bénévolement pour tout le monde. On prêche, on alerte sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn. Bonnes pratiques, on a plein d'experts et d'expertes et d'experts dans divers sujets de la cybersécurité. C'est un avantage qu'on a. Bicyber aussi, avec Laurent. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et un petit récap à faire si tu penses qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Un petit récap sur les sauvegardes en elles-mêmes. Non, sur les recommandations. Une petite checklist en fait. De toutes les faire? Non. Non, il y en a 5. Ça va. Ouais. Je serai rapide, t'inquiète. De quoi? Je serai rapide, t'inquiète pas. Ah oui, oui, vas-y, je croyais que tu me demandais à moi, c'est pour ça que je me disais. Ah, non, non, non. Vas-y. Alors, première recommandation, allouer des ressources, c'est-à-dire sans finance et sans ressources humaines, en tout cas personne dédiée à cela, c'est extrêmement compliqué de mettre en place une infrastructure de sauvegarde et les Yaka Faucon, malheureusement, ne permettent pas d'aller beaucoup plus loin. Et pour la mise en application, effectivement, il faut passer par là. Ça comprend le matériel, les logiciels, les capacités de stockage, le personnel dédié à la gestion des sauvegardes. Deuxième recommandation,
adopter des politiques et des procédures claires, développer des politiques de sauvegarde et des procédures détaillées, justement, hein, c'est ce que Nicolas vient de dire, pour guider le personnel dans la réalisation des sauvegardes et des tests de restauration. Assurez-vous que tout le personnel impliqué comprend ces politiques et procédures et les suit régulièrement. Troisième recommandation, fournir une formation continue au personnel. La sensibilisation et la formation du personnel sont vraiment essentielles, hein, on l'a dit, pour maintenir une culture de cyber. Il faut organiser des sessions de formation pour informer le personnel des dernières menaces, des bonnes pratiques de sécurité et des procédures dans l'établissement. Quatrième recommandation, surveiller régulièrement les sauvegardes pour s'assurer justement qu'elles fonctionnent et qu'elles sont effectuées correctement, qu'elles sont récupérables, et donc effectuer aussi en parallèle des tests de restauration périodiques pour valider l'intégrité de ces mêmes sauvegardes et pour vous assurer que vous pouvez restaurer les données en cas de besoin, en cas d'incident. Cinquième et dernière recommandation, collaborer avec d'autres établissements scolaires, parce que la collaboration avec d'autres établissements, elle permet aussi de participer, pourquoi pas, à des groupes de travail, à des associations professionnelles, pour partager des connaissances, notamment entre directeurs d'établissement, et les bonnes pratiques et ressources en matière de cybersécurité de manière générale, et donc pour l'application des sauvegardes dans ces mêmes établissements. Top. Merci Elodie. Juste pour redire un truc, on est comme certains webinaires à la fin, ça parle argent. Nous, on parle pas d'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions ou est-ce qu'on a été clair ou est-ce qu'on vous a totalement perdu ou paniqué pour certains Donc, je ne sais pas trop. Après, il y en a quelques-uns qui sont experts déjà dans ce domaine-là, donc je vois. Mais voilà. Après, n'hésitez pas, soit sur LinkedIn, soit sur le Discord, à poser des questions aussi. Je vous remets dans le chat le lien du site web de EduCyber, qui aussi, vous voyez comment est la démarche, qui vous redirige aussi sur le Discord. Le Discord, on vous demande juste d'accepter un règlement, une bonne conduite, quoi, et de vous présenter, parce qu'on aime bien connaître qui nous rejoint pour savoir un peu les profils. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent directement demander à ces personnes-là. On ne vous demande pas de faire un discours sur l'entreprise où vous travaillez. C'est vraiment de votre profession, votre intérêt à nous rejoindre et ce que vous pouvez éventuellement nous apporter. Il y a beaucoup d'étudiants aussi, et je pense que c'est important d'aider et d'accompagner la relève étudiante. Et puis voilà, on a des ambassadeurs, donc il y a Elodie, il y a Laurent, il y a Kylian, il y a Séverine, il y a Mathis, il y a Nicolas et il y a Timéo. Si vous voulez être ambassadeur et parler de évangéliser et du cyber, ça me fait rire dans ce contexte actuellement, vous pouvez, et puis voilà, je pense que... Merci beaucoup à Elodie d'avoir pris du temps, d'avoir préparé aussi ça. Ça fait longtemps qu'on échange avec Elodie pour caler une date et qu'Elodie aussi travaille à côté et elle travaille beaucoup. Et donc, je lui dois mon éternelle reconnaissance pour avoir préparé aussi cela. Et merci à Laurent aussi qui nous prête son lien Meet Google parce qu'on a des petits problèmes de visio qu'on ne peut pas enregistrer sur nos comptes perso Google Meet. Donc voilà. Et comme dit Laurent, abonnez-vous, sinon on vous démonte. Voilà. Et merci beaucoup à tout le monde. On est dans le timing, on avait dit jusque 20h, il est 52. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Robert. Robert, on t'écoute. Ou c'est une erreur ? Robert, tu peux démuter. Si, on t'écoute, Laurent. Hop. Démute-toi et tu peux poser la question. C'est une fausse manip. C'est une fausse manip. Petit rigolo. Bon.
Bon, bah, c'est bon. Élodie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Laurent? Non, je vous remercie. Et puis, j'aimerais peut-être vous encourager à partager justement cette vidéo parce qu'elle va être en replay, notamment auprès de collègues, d'établissements, d'assauts, enfin de personnes qui pourraient être intéressées par cette démarche. Je pense que c'est vraiment en partageant cette information, en sensibilisant avec notre petit bâton de pèlerin qu'on arrivera effectivement faire émerger en tout cas des politiques un peu plus sûres pour nos établissements. Encore une fois, il s'agit de données qui sont quand même extrêmement précieuses, de données d'enfants, de mineurs, parfois dans des situations complexes. Et donc, effectivement, ces données-là, on ne peut pas se permettre qu'elles soient mal sécurisées parce qu'il en va aussi potentiellement de votre petit frère, petite sœur, de vos cousins, cousines. Et donc, effectivement, c'est tout le monde qui est concerné aujourd'hui par ces problématiques cyber. Et donc, je vous remercie vraiment pour votre participation dans le chat et puis pour avoir été là jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi les ressources qu'on vous met en plus à disposition, à aller un peu plus loin. Encore une fois, aujourd'hui, on était vraiment sur de la surface. On a essayé d'être le plus concis possible. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Il y aura d'autres webinaires à venir et Nicolas pourra les annoncer. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui déjà de commencer à mettre en pratique ce qu'on a dit avant d'aller plus loin, de bien le faire avant de vouloir trop en faire. Et donc, après, on est là aussi pour répondre à vos questions en cas de besoin. Alors, la prochaine visio risque. Alors, on n'a pas encore calé la date avec un des ambassadeurs sur le SOC. Il est expert SOC, donc même moi, ça m'intéresse. C'est une partie de la cyber que je ne connais pas beaucoup. Ouais. Et là, ça sera plus une présentation de comment fonctionne le SOC. Vraiment dans le détail. Donc, je suis en train d'échanger là, ça avec Nicolas sur cette partie-là, de quand est-ce qu'on va caler ça. On a des contraintes horaires avec Nicolas, qui a une vie de famille. Ah, tout le monde en a une. Et c'est bien. Et voilà. Donc, on reviendra vers vous. On partage aussi sur la communauté Discord des événements qui n'ont pas de lien avec nous, mais qu'on pense plutôt sympa. Et par exemple, il y en a un sur le 26 mars à 15h30 sur la sécurité des mots de passe, guide des bonnes pratiques sur WebIKEO. Moi, je suis un peu abonné à ça, donc on partage quand c'est sympa. Après, ceux qui rejoignent la communauté, qui veulent présenter un peu leur démarche, leur travail, même pour des étudiants qui sont en quête de savoir dans quelle partie de la cybersécurité ou de l'informatique, parce que pour moi, ça se rejoint les deux maintenant, souhaitent s'orienter, vous pouvez présenter votre job aux jeunes qui se posent énormément de questions et qui seront la relève, et c'est eux qui vont payer notre retraite. Donc, voilà. Merci encore Laurent, en tout cas, de BitCyber. Merci à Laurent. Et toutes les personnes qui nous ont suivis à partir de BitCyber. Et vraiment, encore une fois, on vous remercie d'être là et puis de continuer à soutenir nos actions, parce qu'encore une fois, c'est ensemble qu'on peut faire émerger un monde plus sûr, même si c'est un bien grand mot. Mais voilà, c'est vraiment par le collaboratif qu'on peut commencer à sensibiliser le maximum de personnes. Et je remercie une fois de plus Laurent. C'est avec Laurent avec qui j'avais échangé en tout premier quand j'avais l'idée de créer et du cyber, avec une crainte de copier Laurent et que ce n'était pas le but. Et je remercie encore Laurent pour ses précieux conseils et de m'avoir rassuré à me lancer dans cette idée-là. Voilà. Okay. Et d'en être arrivé où on en est tous ensemble là et qu'on travaille. Il y a une question qui ne m'a toujours pas répondu. Comment je libelle le chèque? T'as pas l'adresse encore. Je te fais un mandat cash. Voilà, ça sera plus rapide. Tiens, je te balance un QR code. Ok. Vous êtes en euros en Belgique ou c'est quoi, non? Nous, c'est en francs suisses. C'est en francs suisses, voilà. Oui, ok. Logique. Le taux de change, il est meilleur, non? Il y a Sophie qui a levé la main, apparemment, et je ne pense pas que ce soit un. Ah. Sophie. Non, je suis désolée, du coup, je disais bravo, et j'ai switché sans faire exprès. Non, mais pas de problème. Merci.
Bon, bah, du coup, bah, merci à tout le monde. Excellente soirée. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Moi, je Merci le à suis vous pas, également. Belle mais présentation. Bravo. voilà. Magnifique. Merci à vous. Allez, bonne soirée tout le monde. On te rend l'antenne, Laurent. Voilà. À vous Voilà, les vous m'en studios. coupez. Allez, Léon Zitrone, à ton tour. À vous la Belgique. Bonjour, c'est Johnny. Je vais bientôt couper la vidéo parce que ben, il fait tard. Et comme il fait noir, ben, on voit plus rien. Je vous dis au revoir. Salut la compagnie. Merci.